Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va coder des collisions de cercles. Alors ces collisions de cercles, comme vous voyez à l'écran, respecteront la loi de la collision élastique. C'est-à-dire que comme vous pouvez l'observer, les grands cercles avec une masse plus grande auront un grand impact sur les petits cercles avec une masse plus petite. Cela permettrait par exemple de créer à plus grande échelle des simulations de fluides, etc. avec des physiques de collision élastiques ou moins élastiques. Pour commencer, j'ai créé un projet vide avec seulement les éléments de base pour faire fonctionner ma fenêtre. Je vais coder en C++ avec la librairie graphique SFML et on commence dès maintenant en créant les variables longueur et hauteur de la fenêtre. À la place de créer dès maintenant plusieurs cercles, je vais déjà tester la physique pour un seul cercle. Donc on crée notre classe cercle qui prend en variable notre cercle. Donc ce sera l'objet qui va être dessiné à l'écran. Ensuite, on définira sa position, sa vélocité, c'est-à-dire sa vitesse directionnelle, le rayon et sa masse. Ensuite, pour nos méthodes, on aura un constructeur cercle qui va être appelé à chaque fois qu'on créera un objet cercle. Ensuite, on aura une méthode update qui va être appelée à chaque image. Et pour finir, on aura render qui va juste faire dessiner le cercle sur l'écran. Pour notre méthode render, j'ajoute la position au cercle, puis je le dessine. Pour le constructeur, je fais passer en paramètre la position du cercle et son rayon, que j'ajoute aux variables de la classe. Et remarquez bien que la masse sera égale au rayon x 10, c'est-à-dire que la masse est proportionnelle au rayon. Ensuite, dans les deux prochains paramètres, je configure notre objet cercle en lui ajoutant son rayon et en mettant son point d'origine au rayon. Ensuite, je vais créer mon vecteur vélocité en lui donnant un angle aléatoire. C'est là où le cercle va se diriger et donc cet angle est entre 0 et 2π radians que je vais ensuite convertir en vecteur unitaire en mettant pour paramètres cosinus et sinus de l'angle en vélocité. J'expliquais ce processus en détail dans la vidéo d'avant si vous voulez voir. Là, je n'ai pas envie de refaire les explications. Peut-être que par la suite, je ferai une vidéo consacrée aux mathématiques. Et d'ailleurs, je multiplie le vecteur vélocité par une variable vitesse qui prendra une valeur entre 0 et 1. Cela nous permettra d'avoir un peu d'hétérogénéité dans les vitesses des cercles. Et maintenant, pour notre fonction update, j'ajoute juste la vélocité à la position. Et maintenant, on peut tester si ça marche en créant un objet cercle que je vais nommer C. Je vais le mettre au milieu de l'écran et je vais mettre un rayon de 50. Donc je fais c.update, c.render et on voit que ça marche, sauf que la vitesse est un peu trop rapide. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est que la balle rebondisse sur les bords de l'écran. Alors comment on fait cela? Alors on va tout simplement considérer un bord et notre vecteur vélocité qui sera décomposé avec x et y. Alors le vecteur vélocité après la collision avec le bord sera égal à le vecteur vélocité d'avant le bord, sauf que le paramètre x est inversé. On écrira moins x. Et c'est pareil avec la collision avec le mur, sauf que cette fois-ci, c'est les coordonnées y qui sont inversées. Pour coder cela, on revient sur notre fonction update et on va rajouter deux conditions. Si la position x est inférieure à 0, qui représente le bord de gauche, et si la position est supérieure à la longueur, qui signifie le bord de droite, on inverse x. Et on fait pareil pour y en inversant y. En testant, nous voyons que ça marche, sauf que la balle s'enfonce un peu trop dans le sol, jusqu'au niveau du rayon, cela est normal. Nous détectons la collision avec le rayon, si vous regardez bien en changeant la vitesse. Pour régler cela, c'est pas très difficile, nous avons juste à ajouter notre rayon pour constante ou le soustraire. Voilà, parfait. J'ai juste envie de créer une variable ΔT pour avoir un mouvement constant, parce que là, on calcule les images en fonction du nombre d'images par seconde, mais pas en fonction du temps. En gros, pour expliquer vite fait, ΔT, ce sera une variable qui prendra en valeur une différence de temps entre deux images. Pour plus d'informations, j'ai détaillé tout ça dans ma vidéo précédente, sinon je ferai peut-être un tutoriel. Pour continuer, nous allons passer à la création de plusieurs cercles. Pour cela, je vais créer une classe système qui va gérer tous nos cercles. Cette classe va seulement prendre en paramètre une liste de cet objet cercle et pour méthode notre constructeur et notre update. Notre constructeur va prendre en paramètre le nombre de cercles qu'on souhaite créer et donc pour tout ce nombre de cercles, on va ajouter à la liste notre objet cercle avec des positions et des rayons aléatoires sur l'ensemble de notre écran. Et maintenant pour la fonction update qui va prendre en paramètre notre fenêtre et notre variable ΔT, on va itérer pour toute la liste. C'est-à-dire que pour tous les cercles de notre liste, on va faire ce qu'on a fait avant, l'update
et l'afficher render. Pour tester, je vais créer mon objet système de cercle avec 50 cercles et je vais appliquer la fonction update. Et on remarque que ça nous donne un résultat pas mal, assez hétérogène. Bon, on a quelques problèmes par-ci par-là avec des cercles qui sont restés bloqués sur les murs, mais nous verrons plus tard comment régler ce type de problème. Maintenant, on va implémenter le premier algorithme, la détection de collision entre deux cercles. Pour commencer, on va tout simplement chercher à détecter la collision chez tous les autres cercles. Alors, on va ajouter une boucle for qui va chercher chez tous les autres cercles. On va ajouter une condition pour que les deux cercles soient différents, parce que bien sûr, on ne va pas tester la collision contre le cercle actuel. Maintenant, on peut passer à l'algorithme. Pour vous l'expliquer simplement, considérons deux cercles de rayon quelconque. On cherchera à savoir si la distance entre les deux centres des deux cercles est plus petite ou égale à la somme des deux rayons. Vous pouvez voir que si la distance est plus petite, alors les deux cercles se rentrent dedans en observant les deux rayons. Et si la distance est plus grande, alors nous voyons que les deux cercles ne se touchent pas. Pour trouver la distance, c'est facile, vous avez juste à utiliser le théorème de Pythagore avec nos deux côtés formés par nos deux centres des cercles. Alors codons cela. Alors pour créer la distance, on aura besoin du côté x. Je vais appeler une variable dx qui prendra la différence de position de nos deux cercles. Et je fais pareil pour dy. Alors on a nos deux longueurs et donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Alors je vais créer ma variable distance d, soit la racine carrée des deux côtés au carré. Et je vais ensuite créer ma variable distance des rayons dr, qui est tout simplement la somme des deux rayons. Et donc logiquement, si la distance est inférieure à la somme des deux rayons, il y a collision. Maintenant on peut tester en mettant un message dans la console. Je vais baisser le nombre de cercles à 3 et en exécutant, on voit bien que ça a détecté la collision avec notre message dans la console. Alors petite précision, il y a moyen d'optimiser cela. Parce que dans notre système, un cercle est lié à tous les autres cercles. Donc imaginez le temps de calcul de tous les cercles liés avec tous les cercles. Et donc on dit que l'algorithme a une complexité de O de x au carré. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment optimiser tout cela. Ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo. Mais gardez en tête qu'il y a vraiment moyen d'optimiser. Maintenant, on va passer au deuxième algorithme. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'aucun cercle ne se chevauche. Pourquoi? Parce que tout simplement, en appliquant l'algorithme de collision, les cercles risquent de se coincer s'ils sont trop enfoncés. Et ça nous permettrait aussi de régler le problème lors de l'apparition des cercles où ils peuvent se chevaucher directement. Alors imaginons deux cercles se chevauchant. On cherche à trouver la profondeur à laquelle ils se chevauchent, qui est désignée par cette longueur. Pour trouver la longueur, c'est très simple, on a juste à soustraire la somme des deux rayons par la distance entre les milieux des deux cercles. Et donc si on coupe cette longueur en deux, on cherche à faire avancer les cercles de la moitié de cette longueur, chacun sur le côté opposé. Et donc pour trouver ce vecteur de déplacement, on a besoin du vecteur normal à cette longueur. Et je rappelle que le vecteur normal a une longueur de 1. Et pour trouver le vecteur normal, on a juste à diviser nos côtés par la longueur. Et maintenant, on peut tout simplement faire avancer les deux cercles de la profondeur divisée par 2, multipliée par ce même vecteur normal. On n'oublie pas que le premier cercle doit aller à l'opposé du vecteur normal, donc on met le signe négatif avant. Alors codons ça vite fait. Alors premièrement, j'ai ma variable profondeur qui va être égale à la distance des deux rayons moins la distance des deux centres. Ensuite, je prends ma vecteur normal qui va être égal à dx divisé par d et dy divisé par d. Et ensuite, j'ajoute au premier cercle la valeur négative de la profondeur divisé par 2 multiplié par la normale pour les coordonnées x et y. Et ensuite je fais pareil pour C2, mais sauf que cette fois-ci c'est positif. Maintenant je teste avec 50 cercles et on voit qu'aucun cercle ne se chevauche. Ils sont même en train de se pousser entre eux. Ça donne un premier effet de collision qui est assez sympathique. Mais il reste quelques cercles qui sont bloqués dans les bords. Alors on va appliquer la même technique, soit on additionne la distance qui chevauche entre le cercle et le bord. Dans ma fonction update, je modifie un peu mes conditions et en exécutant, vous voyez bien que ça marche. Plus aucun cercle n'est coincé. Je peux augmenter le nombre et vous voyez que ça marche toujours. Et donc si je pousse au maximum le truc, vous voyez bien que ça atteint ses limites et donc ça crée des glitches. Mais bon, maintenant passons aux collisions. Si vous ne voulez pas avoir l'explication de la physique derrière, vous pouvez passer ce passage. Comme je l'ai dit précédemment, on cherche à créer des cercles qui obéissent à la loi des collisions élastiques. Dans notre cas, cette loi s'applique en 2 dimensions. Et pour préciser, il y a plusieurs moyens d'appliquer cette loi à notre système. On a par exemple cette formule qui vient de Wikipédia, ou alors on peut appliquer la loi en 1 dimension convertie en 2 dimensions. Certaines formules utilisent le produit scalaire ou la trigonométrie,
Alors dans notre cas, on va utiliser la deuxième méthode, que d'ailleurs je ne vais pas trop détailler, parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et certains sujets dépassent mes connaissances en physique. Donc pour faire simple, on va appliquer la loi en une dimension, et pour une collision élastique, le mouvement et l'énergie cinétique sont conservés. Et donc si on dérive la solution formée par nos deux équations de la conservation de quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique, on obtient nos deux vélocités après la collision, et n'oublions pas que ce modèle est en une dimension. Et dans le cas de la deuxième dimension, on a notre vecteur tangent, notre vecteur unitaire et notre vélocité. Pour obtenir notre vecteur vélocité après collision, il faut savoir que le composant de la tangente de ce vecteur reste le même. Mais notre vecteur normal sera égal à notre vélocité en une dimension qu'on avait trouvé juste avant, multiplié par le vecteur normal. Et notre vecteur vélocité sera égal à la somme des composants tangent et normal. Pour calculer notre vecteur tangent issu de notre vecteur vélocité, on aura besoin d'une propriété du produit scalaire, la projection. Avec un vecteur et un autre vecteur unitaire, on peut obtenir la longueur de la projection du vecteur. Et donc cette valeur scalaire, on la multiplie par notre vecteur unitaire, tangent, et voilà, c'est fait pour notre premier composant. Et donc comme je l'ai dit, pour notre deuxième composant, on a juste à multiplier notre vélocité de la collision en une dimension par notre vecteur unitaire et normal. Pour coder tout ça, je commence déjà à créer mon vecteur tangente unitaire x et y. Ensuite, je calcule le produit scalaire de notre vecteur tangente avec le vecteur vélocité de nos deux cercles. Après, je calcule le produit scalaire de notre vecteur normal avec nos vecteurs vélocité de nos deux cercles. Ensuite, je calcule la vélocité après la collision en une dimension. Et donc, c'est cette formule que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Ensuite, je mets la position des deux cercles à la somme des deux vecteurs normal et tangent, avec l'un multiplié par le produit scalaire et l'autre multiplié par la vélocité en une dimension. Et donc, voici ce que ça donne. Et si je baisse la vitesse, voici le résultat. Et cependant, dans certains cas, la collision ne s'effectue pas. Et donc, on aura besoin d'ajouter une valeur absolue à la valeur de la vélocité. Et on multiplie par -1 le premier cercle pour qu'il va en sens opposé. Et donc là, on a terminé. Maintenant, je peux vous montrer quelques exemples avec différents nombres de cercles. Après, voilà, je peux changer la couleur, etc. Merci d'avoir regardé.